Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Supplément Geek, épisode hors série. Aujourd'hui on ne parlera pas de manga, on ne parlera pas de comics, enfin si du coup, mais indirectement, parce qu'aujourd'hui on va parler ciné, parce que j'ai trop attendu et que je ne veux plus attendre, donc on va appeler ça une pastille, voilà, c'est une pastille sur The Batman. Pour ceux qui connaissent le podcast, vous savez que j'aime la chauve-souris, d'ailleurs quand je cuisine c'est exclusivement avec des batarangs, et j'appelle ma copine Maître Bruce. Pour les autres, si vous nous rejoignez, maintenant vous savez que j'affectionne l'encapé à oreilles pointues et que j'appelle ma copine Maître Bruce. Avant de commencer, il n'y aura pas de spoil, pas d'inquiétude, voilà, ça c'est dit. Et c'est parti les amis pour le tu sors ou je te sors de The Batman. Tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. The Batman de Matt Reeves, sorti le 2 mars chez nous, avec, tout le monde le sait, mais on va quand même faire le tour des acteurs, et on commence par Zoé Kravitz, fille de Lenny, évidemment, Catwoman, qu'on a vu dans pas mal de films. Si on reste dans le super-héroïque, elle a joué dans X-Men le commencement, on peut la voir aussi dans Divergente, ou encore dans Les Animaux Fantastiques, où elle joue Leta Lestrange, et elle est jolie. Je saigne du nez. On retrouve aussi Gordon Jeffrey Wright. Dernièrement, c'est dans Westworld qu'on l'a vu jouer, ou dans le dernier James Bond par exemple. Moi je suis pas très James Bond, mais ça on s'en fout. Et il porte plutôt bien la moustache. On a aussi Andy Serkis qui campe le rôle d'Alfred. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Andy Serkis, il est connu pour avoir joué Gollum ou César dans les derniers films de la planète des singes, de Matt Reeves d'ailleurs. Donc là je pense que vous voyez bien son visage. J'imagine, hein, Gollum, César, on peut se faire une idée. Il est aussi connu pour avoir torturé plusieurs millions de personnes, hein, Andy Serkis. Oui, torturé, vous avez bien entendu. Il a voulu rétrécir la taille du cerveau de millions de personnes en utilisant un procédé odieux qui consistait à faire parler une flaque de pétrole qui était en couple avec un journaliste aux cheveux gras et à nous faire regarder leurs engueulades dans une salle de cinéma. Ça s'appelait Venom 2. Voilà, je suis d'ailleurs une des victimes de ce fou dangereux et je crains avoir perdu quelques neurones, ou au moins 2 heures de ma vie. Merci Andy Serkis. On continue le tour des acteurs avec Colin Farrell, alias le pingouin. Il a pas eu besoin de beaucoup de maquillage à ce que j'ai compris, c'est son vrai visage, c'est dans les autres films qu'on le maquille pour le rendre plus beau. Là, c'est sa vraie tête, les potes. Acteur qui me fait pas frémir, d'ailleurs, mais si je dois conseiller un film avec lui, c'est Eyes of War, où il est ultra convaincant, et où il est aussi un journaliste à cheveux gras, mais là, pour le coup, ça marche. Hein. Donc, regardez Eyes of War avec Colin Farrell. Paul Dano, en Riddler, ou en Sphinx, ou en Homme Mystère. Vous choisissez le nom que vous préférez pour ce personnage. Dans le film, on l'appelle le Riddler, donc je vais l'appeler le Riddler. Comme Andy Serkis, il a aussi réalisé des films, et un qui est incroyable, qui s'appelle Wildlife. Je vous invite à jeter un coup d'œil, attention au cocard quand même, et on peut le voir en tant qu'acteur dans 12 Years a Slave, ou dans Okja, par exemple. Bon, je crois qu'on a fait le tour des acteurs, on va pouvoir parler du film. Et avant de parler du film, on peut déjà parler de ses inspirations. Mais non, j'ai pas oublié Robert Pattinson, oh là là, oui, Robbie, on l'aime Robbie. Hein, je vous ai eu, bande de geekouniou, là, avec vos yeux tout ronds, de petits chats, là. Bah oui, Robert Pattinson, Robert Douglas Thomas Pattinson, qui se traîne au cul son rôle de vampire chaste et dépressif depuis 14 ans, mais qui a fait de sacrés bons films entre-temps, le bougre, on pourra noter Lost City of Z, Tenet, Map to the Stars. D'ailleurs, mon Gus, si jamais t'écoutes, hein, c'est le 2e film de Cronenberg dans lequel il a joué et qu'on n'a pas cité dans le dernier podcast. Voilà, Map to the Stars, alors que ce film est fou. Et puis, il était pas si mal en Cédric Diggory, le petit bonhomme dans Harry Potter. Et évidemment, c'est lui qui interprète la vengeance, The Batman. Bon là, on a fait le tour des acteurs, on va pouvoir parler du film. Et avant de parler du film, on peut déjà parler de ses inspirations, et surtout des 2 comics qui ont influencé Matt Reeves à faire ce film tel qu'il est. C'est donc Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, et Un long Halloween de Tim Sale et Jeff Loeb. Le Batman Year One, ou Année 1 en français, les deux, vous les trouverez facilement, hein, Un long Halloween et celui-ci. L'éditeur Urban Comics, qui a, je dirais, aux 3/4 de son catalogue
à du DC, donc la moitié c'est du Batman. Ces deux œuvres iconiques, elles sont dans toutes les bonnes librairies. Bref, Year One, c'est facile à lire et à trouver. C'est un comics qui était sorti fin 80, 86 exactement, hein, belle année d'ailleurs. Des grands de ce monde sont nés en 86. Hein. Robert Pattinson est né en 86. Rafael Nadal est né en 86. McFly et Carlito sont nés en 1986. Moi, je suis né en 1986. Année mémorable qui vous offre un millésime d'exception. Year One, écrit par Frank Miller, donc, revoyait les origines de Batman, en partie au travers des yeux de Gordon, Jim Gordon, qui vient d'arriver à Gotham. Bruce vient lui de revenir d'un long entraînement et a encore en tête le meurtre de ses parents qu'il a vu mourir quand il était petiot. Et en revenant dans son manoir, en réfléchissant sur son sort, si je puis dire, face à une statuette de son défunt papa, une chauve-souris effrayante entre avec fracas lui inspira sa nouvelle identité. Le jeune justicier et le nouveau lieutenant, pas encore commissaire, Jim Gordon, il est lieutenant à ce moment-là, se rendent compte que la ville est pourrie en fait. Les flics sont corrompus, la violence est partout, c'est crado, on adore. Ensuite, on a un long Halloween. Et là, c'est une autre paire de manches, je peux vous le dire parce que c'est encore tout frais dans mon esprit. Déjà, c'est un pavé. Et un vrai pavé. Et en plus, faut lire Amère Victoire après. Bon alors moi je l'avais lu avant, et je l'ai relu après. Bref, c'est balèze, mais c'est vachement bien. C'est la suite de Year One en gros, même si c'est sorti 10 ans après. On a pléthore de vilains, mais là encore c'est un duo, Batman et Gordon, qui luttent contre le crime et notamment la famille Falcone, qui est au centre de l'histoire. C'est aussi un récit noir, une enquête, et Nolan disait déjà que c'était le récit qui l'avait le plus inspiré. Faut dire que scénaristiquement, c'est pas mal foutu et très cinématographique. On pourrait même en faire une série en vrai, parce que c'est quand même très long, et en série ça serait canon. Dans un long Halloween, Batman traque un meurtrier qui frappe une fois par mois, et ça dure 18 mois, je vous ai dit c'est long, mais faut pas que ça vous freine, parce que c'est vachement bien. La mafia est mise à mal, puisque la première victime est le neveu du mafieux Carmine Falcone. Et au-delà de redéfinir les origines de Batman, comme dans Year One, là ça s'attaque à celles d'autres personnages, notamment Harvey Dent, procureur, qui deviendra double face. Le point commun entre ces deux histoires, c'est le caractère sombre qui s'en dégage, l'atmosphère qui est pesante, suintante, et c'est des polars noirs en fait, avec un encapé au milieu. Donc pas étonnant que Matt Reeves se soit inspiré de ça pour faire son film, et ça se voit. Alors, passons au film maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comme dans les comics que je viens de citer, on a un jeune Batman qui est là depuis 2 ans et qui s'évertue à nettoyer la ville de Gotham. Donc il a un allié, Jim Gordon, et grâce à lui, il a accès aux scènes de crime, et ensemble ils vont tenter de résoudre une affaire de meurtre. Une affaire pleine d'énigmes énigmatiquement énigmatiques, puisque sur le cadavre du candidat à l'élection du nouveau maire se trouve une lettre adressée au Batman. Et celle-ci contient donc une charade, un mystère mystérieux bien compliqué à résoudre. Premier point, Batman est déjà Batman. On se retape pas son enfance, on voit pas le meurtre de Thomas et Martha Wayne, il est costumé, il connaît Gordon, il protège la ville dans l'ombre. Voilà, ça déjà, on se refait pas toute l'histoire. D'ailleurs, au début, on voit une petite bande de loustiques, un chouille agressif dans le métro, et il y a un petit jeune peinturluré à moitié. Si vous regardez la série Titan sur Netflix, vous aurez une petite surprise, voilà. Série qui se passe dans l'univers de Batou déjà, donc ça m'a fait marrer de le voir, c'était sympathique. On voit que cette ville est gangrénée par tout type de perversion, mais en même temps que c'est une ville immense où les habitants ont des revendications, bonnes ou non, et que le pouvoir n'est pas que dans les mains des politiques. Donc là, on a un tueur qui s'amuse à titiller la bête, par un jeu sadique quand même, faut le dire, en visant la haute de Gotham, l'élite, et avec son jeu de piste qui s'adresse directement à la chauve-souris. Et commence donc son enquête, parce que oui, Batounet, avant tout, c'est le plus grand détective du monde, et ça a souvent été oublié au cinéma, et pas ici. Pendant son investigation, il va se confronter à la mafia, on baigne dedans, c'est full pègre, corruption, pot de vin, etc. Et il va faire des rencontres plus ou moins sympathiques, comme Oswald Cobblepot, qu'on nomme plus communément le pingouin, Selina Kyle, Catwoman, là c'est beaucoup plus sympathique du coup, ou le fameux
Carmine Falcone, le parrain, quoi, le boss de la mafia. D'ailleurs, qu'on voit dans pas tant de comics que ça, dans mon souvenir, c'est vraiment dans Année 1, donc dans Year One, ou dans Un long Halloween qu'on le voit, je suis pas sûr qu'on le voit vraiment ailleurs. Il y a, évidemment, le Riddler, qu'ici on appellera par son premier nom, pour ceux qui ne le connaissent que sous le blaze de Edward Nygma, Ed Nygma, pour faire le petit jeu de mots, super drôle. Son premier nom, c'était Edward Nashton, sachez-le, et ça fait plaisir qu'on l'appelle comme ça dans ce film. Bon, j'ai pris mon pied, je vous le cache pas, c'est incroyable. Tout. La musique déjà, bon, Nirvana, c'est bien de base, mais là, dans le contexte, ça marche parfaitement. D'ailleurs, j'ai appris que Matt Reeves écrivait le film en écoutant Nirvana et que ça l'a pas mal inspiré aussi. Il avait en tête un peu un mélange de Kurt Cobain et de Bruce Wayne, et ça se ressent. Un type un peu grunge, un peu où il se sent pas bien dans son être intérieur. Et il a le cheveu gras. J'avais un peu un a priori sur le travail de Michael Giacchino. Oui, je sais pas, excusez-moi, je parle pas italien, mais j'aime bien le dire Giacchino. Parce que bon, il a fait Spider-Man. Il a fait les films Spider-Man à la musique. J'ai pas trouvé ça marquant. Alors que là, le son, la musique est partie prenante dans l'ambiance et qu'est-ce que ça marche, bordel. Ça colle à fond. On a des passages avec Ave Maria, très lente, très lourde, juste les notes. Pareil avec Something in the Way de Nirvana, donc parfois on a juste des notes au piano, très longues. C'est accablant presque. C'est vraiment le mot qui me vient. Avec l'atmosphère que dégage la ville, ça marche vraiment très très fort. Ça m'emmène donc à Gotham. Au décor, c'est la première fois que je vois Gotham. Dites-vous ça, c'est la première fois que je vois Gotham comme elle me semble être dans les histoires que je lis. Ça, c'est phénoménal. Cette ville qui transpire, qui est moite, qui souffre, avec des gratte-ciel immenses, des ponts partout, des rues bondées et des ruelles vides, la pluie, la nuit, des églises gothiques et des clubs pour adultes. Je vais pas vous faire un dessin. Et dans tout ça, on a une photographie sublime qui s'est jouée avec la lumière, d'où qu'elle vienne, qui prend des risques, et ça paye, et on est loin de l'image lisse et surcolorée, mais fade quand même, qu'on trouve dans le MCU. Ça tente des choses, en même temps c'est pas n'importe qui, c'est Greg Fraser, le dernier Dune, c'est lui quoi, Rogue One, c'est lui aussi, donc le seul Star Wars qui valait le coup sur la dernière décennie, c'est lui aussi. Donc c'est pas le dernier des branquignoles, pépère. En fait, j'ai l'impression que la communication sur ce film a été parfaite, en interne je parle, parce que tout est tellement lié, la photo va avec la musique, qui va avec les acteurs, qui vont avec l'ambiance, qui va avec le montage, tout est lié. Et chaque élément est important. Comme l'histoire, tout est lié, tout est bien ficelé. On est dans un polar noir, donc une enquête, longue certes, 3 heures. Ça se ressent un peu, effectivement, mais finalement on le subit pas parce que les acteurs sont crédibles, et même Pattinson est crédible. Je le voyais pas trop en Bruce Wayne, mais là je suis ravi, il m'a eu, le salopio. Bon, un sourire n'aurait pas fait de mal, c'est vrai, tout qu'en plus j'aime bien quand il sourit, mais c'est tout ce que je peux lui reprocher dans le contexte d'un Batman jeune, alors que Robbie l'est pas tant, vu qu'il a mon âge. 35 ans, c'est pas jeune. Mais bon, dans le film, il les fait pas. Et y a pas que lui, il y a Catwoman, Féline. Ça, j'étais déjà convaincu par elle de toute façon. Mais au-delà de son capital beauté, elle joue, quoi. Elle est vraiment Catwoman. La façon de se mouvoir, son regard, plein de choses. Elle est vraiment géniale. Gordon aussi, un véritable allié dans le film, avec du charisme, malgré la moustache iconique du personnage. C'est pas facile de porter cette moustache. Mais il a une aura folle. Et il arrive à faire ressortir tellement de choses juste en étant à côté de Batman. Comment expliquer ça ? Je pense qu'il fait l'effet d'un catalyseur sur Robert Pattinson. Et Zoé Kravitz aussi dans un certain sens. En fait, je vais faire plus court. Le casting marche. Colin Farrell s'éclate, il prend son pied et ça se voit. C'est agréable. Et son duo avec Falcone interprété par John Turturro, c'est de la mafia pure et dure. C'est de la mafia qui traîne dans des clubs, qui corrompt tout ce qu'ils touchent, la drogue, tout ce que vous voulez, c'est bien. C'est dedans, c'est comme ça, ils le font, ils sont géniaux. Le Riddler, une incarnation du personnage qui n'existait que sous les traits de Jim Carrey, beaucoup plus clownesque à l'époque. Le film s'adressait aux enfants, bah là non. Ça s'adresse pas aux enfants, c'est pour adultes, et Paul Dano est entré dans la peau du personnage, on a fait un truc tout à fait crédible, et je trouve que c'est le meilleur moyen de présenter Batman que de lui mettre le Riddler dans les pattes. Le seul dont je me fiche un peu, finalement, c'est Andy Serkis, Alfred. Il est là, il est pas nul, il est pas génial, il manque un peu du flegme à l'anglaise du Alfred des bouquins. Bon, il est pas nul, vraiment il est pas nul, je m'en contente, si vous voulez. Alors j'ai parlé du côté enquête
de la longueur du film, du rythme et de l'ambiance, mais pas de l'action. Et Batman, c'est aussi ça. Et il y en a de l'action, je vous rassure. Et encore une fois, c'est réussi, parce que tout ce dont j'ai parlé plus tôt fonctionne aussi avec ces scènes. La réalisation est parfaite, et dans ces moments-là, Matt Reeves a osé. Des scènes de combat qui ne se ressemblent pas toutes, franchement, où les lieux sont utilisés pas que pour faire un joli fond, mais bien pour dynamiser et servir l'action. Des positionnements de caméra, je dirais audacieux, et toujours servis par cette photo folle. Il y a une course-poursuite par exemple. Je suis vraiment pas fanat de ça au cinoche. Je déteste les bagnoles, les trucs à moteur, ça m'énerve. Je suis désolé si vous aimez ça, mais je conchis Fast and Furious par exemple. C'est tout ce que je hais au cinéma. Là, il arrive à filmer aussi bien le bordel que produit une telle course-poursuite dans Gotham que les personnages sans jamais déprécier l'autre. C'est-à-dire qu'il arrive à faire les deux en même temps. Filmer une explosion et un visage tout en gardant l'énergie et l'action au travers du pare-brise. En filmant un visage, en filmant l'arrière-plan. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça au cinéma. Je trouve ça superbe. Donc bon... Voilà, des plans magiques, des scènes de catastrophe qui sont très très bien filmées, des lumières, mais vraiment, mais si vous saviez. Et les bagarres sont violentes, je tiens à le dire, et je l'avais déjà dit dans quelques épisodes précédents, parce que j'en ai parlé plusieurs fois quand même du Batman, effectivement on ressent quand même l'influence qu'ont eu les jeux Arkham dans les chorégraphies sur les bagarres. Parce que franchement, quand il se bat, j'ai l'impression de voir une scène dans le jeu, en plus réaliste évidemment, mais je pense qu'il s'en est servi un petit peu pépère. Ou en tout cas, la personne qui était aux commandes des cascades a dû jouer au jeu. Je pense. Je sais pas, rien n'est... je peux me tromper. Enfin, je pense que vous avez compris, ce film, je vais le revoir. Si ça se trouve, quand t'écoutes ça, mon petit Geekounew, là, je suis encore dans une salle de ciné à mater pour la 5e ou 6e fois ce film, qui, oui, j'ose le dire, a dépassé mes attentes au point de se positionner directement au sommet de mes Batman préférés, au cinéma bien sûr. Merci Robert, c'était pas gagné avec moi, mais là t'as réussi à m'avoir. Merci Greg Father pour la photo sublime. Merci Michael Giacchino pour l'ambiance que la musique instaure. Merci Zoé, juste d'être là. Merci Joe Yura et Will Newton pour les décors. Et merci Matt Reeves pour cette vision de Batman qui est clairement la plus proche de celle qu'on retrouve dans les pages des comics que j'aime tant. Donc, c'est le moment. 5,5 sur 5 les gars. Eh oui, ce film m'a eu mes petits geekounews. Maintenant que tout ça est dit, je veux pas non plus que vous alliez le voir en vous disant que ça va être incroyable et que finalement vous en ressortiez déçus. Moi ça m'a touché parce que j'aime ce héros, parce que j'en ai la même vision et que c'est une ambiance que j'affectionne vraiment, mais on n'a peut-être pas les mêmes attentes les potes. Ici je ne fais que donner mon avis, ça n'engage que moi et je veux surtout pas influencer des opinions, juste peut-être donner quelques éléments en espérant que vous l'aimiez autant que moi en ayant reçu des infos que vous n'aviez pas forcément ou en partageant quelques points de vue. Voilà mes geekounews, on arrive à la fin de cet épisode très court, c'est vraiment comme je disais une pastille. Je voulais juste parler de ce film parce que je l'ai trop attendu, parce que je l'ai adoré, il fallait que j'en parle rapidement. Voilà, j'aime ce film. Allez le voir mes petits geekounews. Nous on se retrouve, j'espère dans pas si longtemps que ça, dans un prochain épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Supplément Geek, vous tapez Supplément Geek, vous me trouverez de toute façon, tout est dans la description. Vous pouvez noter l'émission sur Spotify, sur Apple, 5 étoiles. Moins, je le prends mal. 5 étoiles, c'est sympathique, j'aime bien. Un commentaire cool, c'est toujours bon à prendre. Sur YouTube, si jamais vous êtes sur YouTube, un petit pouce, une petite cloche, je sais pas comment ça marche, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Du moment que c'est plein de bonnes ondes, moi je vous en envoie plein des bonnes ondes. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits geeks et mes petites geekettes. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bisous. Hasta la vista, baby.